Bienvenue au Château du Lude, un des derniers grands châteaux de la Loire, privé, familial et encore habité. C'est un vrai voyage à travers le temps que je vous propose en visitant les belles pièces de ce château, les endroits peut-être un peu plus secrets et également tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire ses façades magnifiques et les jardins qui se prolongent et qui dominent une vallée superbe qui est la vallée du Loir. Le Loir étant un petit affluent de la Loire. Ici, nous sommes dans le vestibule. Alors, le vestibule date de la Renaissance, donc XVIe siècle. Il a été évidemment transformé au XVIIIe, et puis on a essayé de retrouver le caractère original au XIXe siècle, en se servant des pierres qui étaient encore apparentes, mais on a essayé de restaurer, de retrouver le style complet d'un plafond à caisson. On y a replacé des toiles serties dans les murs, qui sont des toiles représentant des martyrs. Et toute la décoration qu'on va voir sur les colonnes, sur les pilastres, sur les tours de porte, tout cela rappelle la Renaissance. Et tout ce style, bon, tout ça a été refait au XIXe, mais c'est complètement inspiré de la façade Renaissance italienne, qui, elle, est complètement originale. Donc tout se tient. Il y a une certaine homogénéité malgré les siècles qui séparent la décoration extérieure et la décoration intérieure. Ce qui est tout à fait remarquable aussi, c'est le pavement, un pavement de mosaïque de marbre qui est dû à l'architecte Louis Parent. Et c'est un dessin qui pourrait être très contemporain. Et il en existe un autre tout à fait similaire dans un très beau château de l'autre côté de la France, qui est le château d'Ancilfranc. Voilà, où le même architecte Louis Parent est intervenu. Alors donc, dans ce vestibule, le visiteur, l'invité de la famille arrivait. La première chose qui le frappait est probablement cet ange qui est campé. Et je pense que toute la décoration et la construction de cette tour et de cet escalier a été pensée autour de l'ange. Un ange de bronze du XVe siècle qui a servi d'ornement à la Sainte-Chapelle à Paris. C'est le dernier exemplaire d'un ange de bronze monumental dans la sculpture française. Alors, je vous dis tout de suite qu'ici, il s'agit d'un facsimilé, parce que les arrière-grands-parents ont vendu l'ange à un collectionneur. C'est à l'époque, donc au début du XXe siècle, parce qu'il leur a fallu restaurer tous les toits du château. Et donc l'original est aujourd'hui à la Frick Collection à New York. Mais il y a une excellente copie facsimilée en bronze aussi. Et l'ange donc vous accueille avec la croix, le doigt pointé, et on sent que tout converge vers lui. Et je pense que ça a été voulu par le marquis de Talouet III, qui donc avait commandé tous ces travaux au milieu du XIXe siècle. La tour où nous nous rendons maintenant a été édifiée à partir de 1840. Et l'ange nous conduit à nous rendre par cet escalier monumental dans les pièces de la vie quotidienne. Et aussi, il nous introduit à la grande bibliothèque, qui était à l'origine, donc au XIXe siècle, le bureau du marquis de Talouet III. Et donc on se rend bien compte ici, dans cette pièce toute lambrissée, il y a une atmosphère studieuse, je dirais, une atmosphère de travail. Et c'est ici que le marquis aimait à se tenir. Bon, son bureau a été déplacé parce que aujourd'hui nous en faisons une pièce d'exposition. Mais il était ici à l'origine, ça lui permettait de recevoir ses invités ou ses rendez-vous rapidement. Et donc, c'est lui qui a composé cette bibliothèque, au fond, où il a réuni deux collections de livres. Une collection qui vient de la famille de Talouet et une autre collection qui vient de la famille de la Tour d'Auvergne, qui sont les ducs de Bouillon. Et donc, voilà, une partie de la bibliothèque est arrivée ici par héritage. C'est arrivé à travers un personnage assez étonnant, un peu romanesque, qui est Antoine Roy, le comte Roy dont nous avons le buste qui trône au milieu de la pièce. Voilà, on le voit ici en costume de pair de France et avec l'ordre du Saint-Esprit. Antoine Roy était un avocat
qui s'est occupé des affaires du dernier duc de Bouillon et qui a fait pas mal d'adjudications et qui finalement s'est retrouvé avec l'héritage des derniers ducs de Bouillon qui se sont éteints sans enfants. Et donc ce personnage a eu une vie rocambolesque à travers la Révolution, la Restauration. Il a été le ministre des Finances de Charles X, il a été le ministre des Finances de Louis XVIII, il a été anobli par Charles X. Et sa fille épouse le marquis de Talouette, donc propriétaire du Lude. Et donc c'est comme ça qu'une partie des livres sont arrivés dans cette magnifique bibliothèque, construite complètement en 1850. Et c'est ici que nous conservons aussi quelques maquettes des jardins que j'aimerais vous montrer tout à l'heure, voilà, qui sont les jardins qui entourent le château. Mais on va continuer, on va aller voir quelques autres pièces d'apparat, parce qu'une fois qu'on arrivait dans le vestibule, soit on était reçu dans le bureau du marquis, soit on était reçu à une réception, et là on traversait tous les salons d'apparat. Donc ici, on se rend compte de la magnificence de cette vie, d'abord à la Renaissance. Il faut savoir que la famille qui l'occupait à l'époque était la famille de Daillon, une famille poitevine qui était une noblesse militaire et qui a occupé des hautes charges dans l'armée du roi, l'époque de Louis XI jusqu'à Louis XIV, donc à peu près 250 ans. Et les Daillons se sont établis au Lude à l'issue de la guerre des Cent Ans, au moment où l'Anjou a été rattaché au royaume de France. Et ils ont passé leur temps à embellir, à essayer de quitter ce côté massif d'une forteresse pour lui donner le cachet d'un espèce de palais de plaisance, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a affaire à une décoration extrêmement riche, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ici, on se trouve par exemple dans la grande galerie, que nous appelons aussi la salle des fêtes. Voilà, parce que ça s'y prête, c'est pour des grandes réceptions. Il y a une décoration absolument extraordinaire. Vous commencez par rien que la porte, voilà. Avec, on trouve le monogramme des Daillons, le symbole de l'hermine, qui rappelle que la famille de Talouette, donc occupant au XIXe, est une famille d'origine bretonne. Voilà. Mais regardez même le détail des portes. Tout est soigné, tout est pensé dans cette décoration, ce décor exceptionnel. Alors, il y a une grande partie qui date du XIXe, de l'époque des Talouettes. Pourquoi? Parce que quand ils commencent les travaux de rénovation, ils vont trouver les plafonds peints qui datent du XVIe siècle et ils vont s'apercevoir qu'il y a un décor extrêmement riche et raffiné et ça va les pousser à reconstituer un décor dans le style de cette époque-là. Alors ça se faisait beaucoup, au milieu du XIXe siècle et à l'époque de Viollet-le-Duc, des Duban, on a vraiment mis ce style-là à l'honneur. Et au lieu d'on n'y coupe pas, on va faire tout un décor complet, y compris le mobilier, les toiles murales, les boiseries, les cheminées. La cheminée est une cheminée néo-Renaissance qui est totalement inspirée des cheminées du château de Blois, mais celles du château de Blois sont également 19e. Donc il y a vraiment toute une époque où on se replonge dans la Renaissance. Alors, je vais fermer la porte et vous allez voir que de l'autre côté, c'est encore plus impressionnant. Voilà. Ici, tout n'est que dorure, couleur. Et pourtant, c'est une pièce qui reçoit très peu de soleil direct, mais ce doré lui donne un éclat absolument extraordinaire. Et en plus, c'est plein d'artifices aussi architecturaux qui font qu'on ne s'aperçoit pas que nous sommes dans les vieux murs d'une forteresse et que l'on va petit à petit pénétrer dans l'univers très raffiné du néoclassique. Et donc je vous emmène dans ce qui pourrait être un autre château. On est dans un espace beaucoup plus clair, plus uniforme.
Les dorures se font plus discrètes, même si les boiseries sont quand même travaillées. Et nous sommes ici dans l'aile néoclassique avec une enfilade de salons qui étaient vraiment des salons de réception. Cette aile ne servait pratiquement qu'à ça. Voilà, nous avons une enfilade de 3 salons qui sont toujours meublés avec voilà, tous les meubles qui sont dans la famille et donc qui leur donnent un côté extrêmement vivant. Et d'autant plus qu'au mur, nous avons des beaux portraits de la famille qui sont là pour la plupart des Talouettes, bien sûr, surtout les portraits de famille du 19e, voilà, qui est la famille qui nous accompagne. Nous passons donc du salon du billard au grand salon, qui est la pièce centrale du château. Alors il faut savoir que cette aile-ci a été construite juste avant la Révolution. Donc c'est à une époque, là on est donc 1785. La propriétaire est Madame de la Vieuville. C'est une Bretonne aussi, une Bretonne qui hérite du château de son oncle, Monsieur Duvellard, Joseph Julien Duvellard, et lui-même était armateur de la Compagnie des Indes. Et donc ce monsieur est revenu en France après avoir passé 10 ans à Canton, en Chine, et il revient en France avec son épouse chinoise, qui était déjà un fun fact assez étonnant. Et c'est lui qui va commencer en fait des travaux de démolition d'abord, parce qu'une partie du château était très endommagée. Et après lui, sa nièce, donc qui hérite du château, va faire édifier cette grande aile néoclassique en faisant appel à Vincent Barré, qui était un excellent architecte à qui nous devons aussi le château de Montgeoffroy et le château du Marais près de Paris. Et au fond, les travaux vont se terminer, en tout cas en ce qui concerne cette aile-ci, juste au moment de la Révolution, en fait. 1790, tout s'arrête. Et le chantier ne va reprendre que 20-30 ans après. On va terminer la décoration de ce grand salon en s'inspirant de la décoration de l'hôtel de ville de Bordeaux. Mais tout est dans un style Louis XVI. Voilà. Et puis, plus tard, donc, les travaux continuent et on va édifier la belle tour que nous appelons la tour Chambord et qui est la tour néo-renaissance qui abrite l'Ange du Lude. Voilà. Mais donc, de l'époque de ce monsieur Barré, qui travaille pour Madame de la Vieuville, nous avons ce grand salon avec les pans coupés et les miroirs qui réfléchissent et qui donnent énormément de profondeur à cette pièce. Et donc, c'est une pièce de grande élégance et c'est ici que se passaient toutes les réunions de famille dans le temps. Ça nous arrive encore quelques fois, plutôt en été parce que le salon est très mal chauffé l'hiver. Mais comme vous voyez, voilà, tout est là, tout vit. Comme à l'époque, on a l'impression que l'arrière-grand-mère dont on voit le portrait là-bas, l'arrière-grand-mère, la marquise de Talouet III, on a l'impression qu'elle vient de quitter la pièce et qu'elle est venue passer un petit temps avec ses amis ici. Voilà. Cette pièce a beau être très grande, elle a une forme d'intimité, je pense, par la manière dont elle est disposée, par le mobilier, par les plantes, il y a une forme d'intimité. Et ce grand salon nous amène à ce que nous appelons le petit salon, voilà, qui est le salon d'été, je dirais, et voilà, que nous occupons plus dans les périodes estivales, et où là, on va continuer à trouver les portraits de la famille, alors avec certains plus anciens qui datent de l'époque des Daillons. Donc là, ce sont les familles Daillon, Talouette et Nicolaï qui s'entremêlent, puisque le château, le dernier marquis de Talouet III qui habitait ce château, n'avait que 2 filles, et donc sa fille aînée, dont on a le beau portrait en pastel là-bas, épouse le marquis de Nicolaï. Et donc voilà pourquoi le château passe au Nicolaï, donc la famille de mon époux. Là, nous arrivons donc à la 2e génération, la 3e si on compte nos enfants, et la 4e si on compte nos petits-enfants. Voilà. Et par ce petit salon, on pénètre dans la chambre à coucher, la chambre de l'Altesse, qui se situe au rez-de-chaussée, qui est une des belles chambres du château. Voilà, c'est une chambre de style Louis XVI,
avec un très beau baldaquin à la polonaise. Pourquoi la polonaise? Parce que c'est une mode qui est arrivée avec Marie Leczenska, qui était l'épouse du roi Louis XV. Et cette chambre, voilà, elle est encore équipée de son ancien cabinet de toilette. Voilà, on a l'impression qu'elle n'a pas bougé depuis 80 ans. Mais en fait, elle est toujours occupée. Nous recevons de temps en temps des personnes, voilà, parce qu'il est possible de louer des chambres au château. Nous le faisons, je dirais de manière pas trop régulière, parce que toutes ces chambres sont très anciennes et tout le mobilier est ancien, donc ce n'est pas pour une utilisation fréquente, mais ça nous arrive de recevoir des guests dans ce château. Alors la chambre de l'Altesse, qui était en fait la chambre de la maîtresse de maison dans le temps, est attenante à probablement la plus jolie pièce du château, qui est aussi la plus petite. Ici, nous pénétrons dans un lieu très intime, très clos, très petit. Il doit y avoir à peine 8 mètres carrés. Mais cette pièce est entièrement recouverte de peinture, du sol au plafond. Et nous l'appelons le studiolo. En fait, le studiolo, c'est une mode italienne. C'est quelque chose, c'est le genre de pièce que vous allez trouver fréquemment dans les palais, dans les grandes villas anciennes italiennes. Et c'est un endroit où la maîtresse de maison pouvait venir se retirer seule et voilà, se séparer des courtisans et pour pouvoir méditer en solitude. C'est typiquement ce qu'on voit ici au Lude, avec une série de peintures qui datent du XVIe siècle, donc des peintures Renaissance, qui représentent en fait des scènes de la Bible et d'un livre de Pétrarque qui s'appelle Les Triomphes, voilà, et qui était d'ailleurs dans la bibliothèque de Monsieur de Daillon. Voilà. Et donc toutes ces peintures murales avec un plafond aussi extraordinaire. Le plafond est dû à l'école de Raphaël. Voilà. On va trouver exactement les mêmes motifs dans les salles du Vatican. Et cette pièce, étonnamment, a été complètement occultée entre le XVIIIe et le XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on y a mis un faux plafond, on a badigeonné les murs avec du plâtre et hop, terminé. Et donc ce sont de nouveau le marquis de Talouet III, dans les années 1850, qui, en faisant les travaux de restauration, va tomber sur ces peintures. Et c'est extraordinaire parce qu'elles sont en parfait état, quoi. Et donc, ils vont bien tout rénover, retrouver ce plafond sous le faux plafond de plâtre. Et ça va aussi les pousser à refaire le décor du Lude dans le style de cette époque-là. C'est vraiment la découverte de ce studiolo qui les a complètement influencés. Sinon, je pense qu'on serait parti vers du néo-gothique. Mais là, la découverte du studiolo les emmène vers le néo-renaissance. Mais c'est une pièce absolument remarquable. Voilà. Après cette série de salons, je vais vous donner un petit aperçu de nos appartements privés, qui sont néanmoins ouverts à la visite sur demande. Hein. Il y a toujours moyen de les voir en visite guidée. Voilà, c'est une demande qu'on fait à l'avance ou à l'accueil, et parce que c'est dans la continuité de ce château. Voilà, donc là, il s'agit de la petite bibliothèque. On retrouve complètement le style Renaissance qu'on a vu de l'autre côté dans la salle des fêtes, avec les plafonds peints, les cheminées monumentales, les tapisseries, les boiseries foncées, ce doré qu'on va retrouver partout. Voilà. Et ensuite, la salle à manger, qui est une salle à manger que nous utilisons encore tous les jours. Et je pense que le meilleur moyen de conserver des pièces, de conserver des éléments de mobilier, c'est de les utiliser, c'est d'y vivre tous les jours, parce qu'on voit quotidiennement s'il y a un problème, et donc ce sont des parties chauffées, donc on en prend soin. Voilà, on en prend soin. Alors évidemment, de la salle à manger aux cuisines, il n'y a qu'un pas. Et donc là, je vous emmène, là, nous partons dans les sous-sols.
parce que, évidemment, comme il se doit, les cuisines, dans le temps, étaient dans les sous-sols. D'ailleurs, je vais vous montrer, je n'ai rien inventé, et vous voyez, il y a encore l'ancien mécanisme pour le monte-charge, bon, qui était manuel, mais qui permettait d'emmener les plats des cuisines jusqu'à l'antichambre de la salle à manger pour les avoir à peu près chauds à table. Donc là, nous descendons dans les sous-sols de la tour et on va accéder aux anciennes cuisines qui, à l'époque, occupaient toute une aile. Hein. Il faut se dire qu'au début du XXe siècle, donc avant la Première Guerre mondiale, il y avait encore 36 personnes à travailler dans ce château, et donc qui occupaient le terrain entre les étages, les lingeries, la cuisine. Alors là, on repart en arrière dans le temps, puisque nous sommes de retour quasiment au Moyen-Âge. On se rend compte avec les voûtes extraordinaires du plafond de cette cuisine que nous avons restaurées et que nous utilisons toujours d'ailleurs, puisque nous faisons les confitures sur les grands fourneaux une fois par mois en saison, donc de juin à novembre, voilà, pendant 2-3 jours par mois, tous ces fourneaux ronronnent et on fait les confitures avec les fruits de notre jardin, qui est le fruit du potager. Voilà. Et donc ces cuisines ont servi grosso modo du XVe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, suite à quoi, on a fait une cuisine à l'étage beaucoup plus fonctionnelle et plus proche de la salle à manger. Mais tout est en état de marche. Nous avons restauré ces sous-sols dans les années 90. Et depuis lors, on les utilise, on les montre. Enfin, ce sont des pièces qui continuent de vivre. C'est extraordinaire parce qu'on a retrouvé tous les cuivres, on a retrouvé tous les ustensiles. Tout était là, c'était un peu la Belle au bois dormant. Voilà. Là, on va repartir à l'étage et je vais peut-être vous emmener dans des pièces que personne ne voit. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite, il y a moyen de visiter. J'organise moi-même quelques visites par an, sur demande, pour des pièces, parce qu'on ne peut pas emmener tout le monde à cause du problème de l'accès, du nombre de marches, etc. Mais je vais vous les montrer quand même, je vais vous ouvrir quelques portes. Donc après les caves où on était au 2e sous-sol, ici nous sommes au 3e étage. Et c'était la lingerie principale. Il faut savoir qu'il y avait 5 lingeries dans ce château. Voilà. Alors ça, c'était la plus grande, qui prend l'espace de toute une tour, qui avait été complètement peinte. Et puis, ça permettait, voilà, il y avait les grandes tables pour pouvoir faire les repassages des grands draps, des nappes. Figurez-vous que dans les armoires, j'ai encore trouvé une nappe qui faisait 17 mètres de long. Donc quand on doit repasser une table de 17 mètres, eh bien, il faut des grandes tables. Alors c'est assez intéressant parce qu'on a même des tables un peu en forme de rognon, parce que ça permettait d'aller plus loin avec le fer pour bien repasser au centre. Et le poêle, évidemment, qui était au milieu de la pièce, qui permettait de chauffer les fers et puis de se chauffer, et chauffer aussi cette pièce immense. Il y avait un 2e poêle là, dans la cheminée qui a disparu aujourd'hui. Mais je trouve cette pièce vraiment intéressante par la disposition, les boiseries. Tout ça avait été fait avec beaucoup de soin. C'est une lingerie qui a été installée au XIXe siècle, hein, mais c'est de la belle ouvrage, comme on dit. Et dans le fond, là, vous voyez, il y a une grande citerne. Alors ça aussi, système très ingénieux du XIXe. Il faut savoir qu'il y a un architecte de jardin qui s'appelait Édouard André, qui est intervenu ici et qui a refait complètement tous les jardins pour la marquise de Talouette. Et là, on est dans les années 1880 à peu près. Édouard André, c'est celui qui a fait aussi les Buttes Chaumont, par exemple, à Paris. Il a fait des parcs en Angleterre, il a beaucoup travaillé avec Alphand. Et il a fait pas mal de jardins privés, dont ceux du Lude, tout refait.
Mais en même temps, ce monsieur André était un grand ingénieur. Et donc, il a installé aussi tout le système d'irrigation des jardins. C'est-à-dire qu'ils ont fait une petite butte. Il a construit un château d'eau qui fait 35 mètres de haut, et qui est sur une butte, qui est donc plus haut que le château. Et de là, l'eau qui était pompée dans le Loir, dans la rivière, par un système mécanique qu'on appelait un bélier, était envoyée dans le château d'eau et de là redistribuée à 8 hectares de jardin, plus le château. Et donc le circuit aboutissait ici, au 3e étage, et remplissait ces grandes citernes. Et après, c'était redistribué jusque dans l'un ou l'autre poste d'eau, comme on l'appelait. Les salles de bain n'étaient pas équipées de robinet, mais il y avait des postes d'eau. Et les anciennes cuisines, évidemment. Mais tellement ingénieux. Donc il y avait une citerne ici, et il y en avait une autre dans la tour opposée. Alors c'est ici qu'on garde les anciens vêtements. Il y a encore, il y a beaucoup de vêtements d'autrefois. Je vous dis, on ne jetait rien. Donc on ouvre un placard et voilà, on va tomber sur des robes anciennes, sur des broderies, sur des uniformes. Alors une partie de ces vêtements appartenaient à la famille et d'autres avaient un autre usage, c'est-à-dire que c'était utilisé pour faire des pièces de théâtre. Parce qu'il faut savoir que dans le temps, on passait l'été ici et une manière de se distraire, c'était de monter des spectacles. Et on le faisait avec tous les gens de la famille ou avec les voisins. Et donc, il y avait des quantités, des malles entières de costumes pour jouer la comédie. Voilà. Donc, on imagine l'effervescence qu'il devait y avoir dans ce genre de pièces. Et voilà, où tout se faisait à la main et puis avec une qualité de linge que je vais vous montrer tout à l'heure parce que nous avons une autre lingerie à voir et où je vous montrerai la qualité du linge qui était utilisé ici au XIXe siècle. Alors, une des petites lingeries. On a vu la grande dans la tour et celle-ci était la lingerie, on faisait plus du petit linge, donc les robes, les chemises, etc. Et c'est là aussi où il y a quelques armoires où on conservait le linge. Et voilà, qui sont des choses c'était les trousseaux qu'avaient les dames en se mariant. Et ça, c'est le trousseau de la marquise de Talouet-III, donc qui s'est mariée en 1847. Et qui est arrivé ici avec son armoire de draps, de serviettes, tout marqué, brodé au chiffre des Talouettes, avec les couronnes de marquis. Et dans cette lingerie aussi, on y trouve tout ce qu'il faut. Il y a les placards avec... Ça, c'est amusant, ce sont les housses. Les housses que l'on mettait sur le mobilier quand la famille partait en voyage ou quand elle allait à Paris et que si le château n'était pas occupé pendant un certain temps, on recouvrait tous les meubles. Voilà, et bien toutes les housses sont là. Toutes les housses sont là, les serviettes, enfin, à chaque fois qu'on ouvre un placard, on trouve des tas de choses. Et les vêtements de la famille, le fourneau, un fourneau fait exprès, conçu pour les faire à repasser, c'est-à-dire qu'il y a un habitacle dedans qui permettait de poser les fers à l'endroit le plus chaud et avec un couvercle pour les tenir au chaud et ça marchait au charbon. Voilà. Et on sent bien qu'un jour quelqu'un a posé le dernier fer là. Voilà. Et nous avons essayé de restaurer ces pièces et de les conserver avec tout le mobilier, tout ce qu'on utilisait à l'époque, quoi. Donc, à côté de la lingerie se trouvait l'appartement du personnel. Et donc c'était vraiment à proximité. Et ça occupe aussi toute une tour. Ce qui est amusant, ce sont ces tomettes avec lesquelles on couvrait les étages. Et ici, voilà, cette pièce-ci, c'était une pièce un peu de repos pour les dames, mais c'est là où elles faisaient aussi les travaux de couture, etc. On a aussi l'office
où se changeaient les maîtres d'hôtel. Donc ici, ils faisaient un brin de toilette. Nous avons retrouvé dans les placards les livrets, c'est-à-dire les costumes qu'ils enfilaient pour le service des grandes cérémonies. Voilà. Dans chaque château, comme ça, il y avait des livrets aux couleurs voilà, qui étaient les couleurs du château. Et donc, tout était entreposé ici, il venait se changer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le chauffage central, voilà, qui avait été installé au début du XXe siècle et qui permettait de chauffer les deux étages des appartements du personnel. Salle de jeu du personnel avec un très beau billard. Il y en avait un pour le maître de maison au rez-de-chaussée, il y en avait un autre ici au deuxième étage pour le personnel. Et alors c'est ici que, en fait, quand nous avons restauré ces pièces-là, c'est ici que nous avons rassemblé les vieux jouets que nous avons pu trouver dans la maison, dans les greniers, dans les vieux placards. Voilà. Et quand on ouvre une armoire, on tombe sur les vieux jouets d'enfants, voilà, qui ont amusé des générations et qui n'ont pas quitté cette maison, quoi. C'est toujours amusant. Et par ces appartements, on pouvait accéder au comble du château et au chemin de ronde, qui, bien sûr, sont des espaces qui n'étaient pas utilisés, mais qui ont été conservés presque à titre esthétique et à titre documentaire. Voilà comment étaient constitués des chemins de ronde au Moyen-Âge, avec les meurtrières, avec les machicoulis. Donc on se rend compte un peu de l'architecture de ce château. Et je vais vous montrer celle de la tour de l'escalier, la coupole de la tour de l'escalier. Voilà, ça c'est aussi, ça fait partie des pièces que nous montrons rarement parce que l'accès est un peu difficile. Mais je vais vous y emmener. Et là, nous sommes carrément sous les toits. Nous sommes carrément sous les toits et on voit un peu l'ingéniosité des constructeurs de l'époque. Ça, c'est une charpente 19e. Et cette pièce-ci comprend le sommet de la coupole du grand escalier. Voilà, et qui a été donc une construction de briques avec une ouverture vitrée au milieu, mais qui ne donne pas sur le ciel ouvert, puisqu'il y a encore un étage au-dessus, et il y a encore un petit lanternon. Mais on voit bien que l'artifice pour pouvoir obtenir quand même de la lumière avec ce plafond blanc qui donne sur la verrière. Et là, de nouveau, une citerne. Une citerne, donc ça c'est l'autre citerne du château, reliée au château d'eau qui se trouve dans le parc, le château d'eau d'Édouard André, et qui permettait d'avoir de l'eau courante dans cette partie-ci de la maison. Donc pour tous les postes d'eau, on en a vu un dans la lingerie, il y en a un comme ça, il y en a un par étage. Et ça permettait d'avoir de l'eau, même si elle n'était pas potable, ça permettait d'avoir de l'eau quotidiennement à portée de main. Alors nous avons vu tout à l'heure la chambre de l'Altesse. Ici, je vous emmène dans une série de chambres supplémentaires qui sont des petites chambres d'invités, voilà, qui ont été occupées dès le 19e. Ça, c'était l'époque où les marquis de Talouet III recevaient beaucoup pendant l'été, pendant la période d'hiver, avec les chasses à courre, avec en fait toute la vie que comportait ce genre de château il y a 150 ans, 200 ans. La chambre des enfants, avec les petits lits d'enfants que j'ai encore utilisés. Avec nos propres enfants, on a utilisé ces petits lits qui sont formidables. Et voilà, avec le linge, le mobilier, on a tout retrouvé
On a remis en route ces petites chambres. Et enfin, la chambre de monsieur, qui est aussi avec son petit baldaquin, le bureau, tous les voilà. On pouvait, alors ce qui était formidable dans ces chambres, c'est qu'elles n'étaient pas trop grandes, et elles étaient facilement chauffables, surtout en hiver. Chacune avait son poêle. Alors évidemment, ce genre de château ne se concevait pas sans un jardin. Le Lude n'échappe pas à la règle. Déjà, sa situation est assez exceptionnelle parce qu'il domine une vallée, il domine la vallée du Loir. Le Loir est un affluent de la Loire. Et ça a permis de créer une succession de jardins en terrasse. Ces jardins existent depuis le XVIIe, donc on en a encore des traces avec la grande terrasse et une magnifique balustrade qui court sur plus de 200 mètres, mais aussi d'autres espaces qui ont été créés au fur et à mesure des générations. Je pense entre autres au jardin de l'Éperon, qui est la terrasse qui a pris la place de l'ancienne forteresse lorsque l'armateur de la Compagnie des Indes, Joseph Duvelard, fait raser la moitié du château qui était en trop mauvais état. Et donc il transforme ça en terrasse, c'est devenu un jardin. Nous l'avons transformé récemment, nous y avons créé des nouveaux jardins à la fin du XXe siècle, et ça nous a permis d'y installer une roseraie, d'y installer un labyrinthe, de faire tout un cheminement dans des couloirs d'ifs, et aussi de ménager des surprises pour découvrir l'ampleur des jardins au bord du Loir. Il y a un grand tapis de jardin qui était un jardin à la française autrefois, un jardin créé par Édouard André, dont je vous ai déjà parlé. Édouard André, qui était ce fameux paysagiste de l'époque de Napoléon III et qui a travaillé longtemps avec Alphand. Et donc Édouard André refait complètement les jardins pour la marquise de Talouette et crée ces jardins à la française au bord du Loir. Nous les avons transformés il y a une vingtaine d'années et on en a fait un jardin de bassins et de taupières qui est également très structuré, très simple mais très structuré et qui permet d'obtenir un contraste avec son vis-à-vis qui est le paysage de la vallée du Loir et qui est un paysage construit. C'est-à-dire qu'il y a eu au début du XIXe siècle l'aménagement, la plantation d'un parc agricole. Le parc agricole est un style de jardin qui était très en vogue dans la première moitié du XIXe siècle. Le paysagiste le plus connu qui a utilisé ce style est le comte de Chouleau. Eh bien, le parc agricole du Lude est un peu dans ce style-là. Je dirais que c'est un des éléments les plus, à mon sens, c'est un des éléments les plus importants du jardin parce que c'est un vaste espace, mais planté de bouquets d'arbres majestueux qui donnent une perspective extraordinaire. Et ça pourrait être un paysage à l'anglaise. La différence avec les parcs anglais, c'est que le parc agricole n'est pas accessible à la promenade. Il est créé dans un but utilitaire, c'est-à-dire pour l'agriculture, pour le bétail, mais il accompagne de manière esthétique, il accompagne le jardin et les abords d'une demeure. Voilà, et donc cette promenade amène aussi dans le parc qui a été complètement repensé et boisé de bouquets d'arbres aux essences intéressantes. Nous avons prolongé cette réflexion en faisant toute une promenade botanique avec l'aide d'un botaniste qui est un botaniste sartois qui s'appelle Jacques Pousse. Et nous avons constitué une petite collection botanique de surtout arbres et arbustes, qui est un jeune parcours botanique dont les plus anciennes plantations ont maintenant près de 20 ans. Mais ça permet de bien compléter ces jardins plus formels, plus structurés. Il y a un autre labyrinthe aussi que nous avons créé récemment aux abords des écuries et qui en fait aussi un parcours très amusant pour les enfants au cours d'une promenade et qui, au fond, tous ces espaces ont été repensés, recréés, réhabilités sans trahir l'esprit, je pense, l'esprit de ces jardins,
le génie des lieux qui est présent dans les jardins du Lude depuis le XVIIe siècle. Alors je vous ai montré les belles pièces du château, les pièces d'apparat, les chambres, les caves, les cuisines, etc. Maintenant, on passe côté coulisses. Et là, juste un petit clin d'œil, mais pour vous dire que les travaux ne sont jamais finis et que voilà, nous sommes en train de retaper encore 2 nouvelles pièces, enfin des pièces anciennes, mais qui ont besoin d'un sérieux ravalement et que nous allons ajouter à la visite. Voilà, pour compléter encore ce qu'on peut compléter de la visite d'un château comme celui-ci et qui va encore raconter un autre pan de l'histoire de la vie quotidienne au château du Lude. J'espère que cette visite vous a plu, que ça vous donne envie de venir voir de plus près et de pousser les portes, peut-être de nous rencontrer et de découvrir un peu mieux ce que je vous ai montré, et puis peut-être à l'avenir aussi les nouvelles pièces qui vont renaître et qui vont être prochainement ouvertes au public.